Nouveau capteur de 24 millions de pixels montant jusqu'à 120 images secondes, de la vidéo RAW en 6K, du ProRes en 12 bits, des cadences vidéo de 120 vues par seconde en 4K, des cadences de 240 vues par seconde en Full HD, un processeur Expeed 7, de l'autofocus 3D, un nouveau viseur de 4000 candela qui est à la norme DCI-P3. DCI-P3, il va falloir que l'on vous explique ce qu'est le DCI-P3. Des presets créatifs, bref, on vous dit tout aujourd'hui sur ce nouveau Z6 III. Pour vous parler de ce produit, aujourd'hui, on s'est mis à plusieurs. J'ai une équipe complète avec moi qui ont eu la chance de l'éprouver, de le tester et qui vont vous raconter un petit peu comment ça fonctionne. Avec moi, j'ai Agnès. Bonjour Agnès. Salut. Donc toi, ton domaine d'activité? Alors, moi, c'est Agnès Colombo et je suis photographe à Paris dans le social et l'entreprise. Donc, je fais beaucoup de photos de famille, de photos de grossesse, bébé, etc. Et puis du reportage entreprise. Et un petit peu de studio. Et du studio, bah oui. Aurélie, moi, je suis on te connaît parce que tu es Nikon ambassadrice aussi, toi tu es plutôt Nikon créateur. Donc, je suis réalisatrice essentiellement dans les images de sport, beaucoup les sports de montagne, mais pas que, puisque notamment cet été, je serai à Paris pour les Jeux. Ouais, c'est vrai qu'elle paraît très modeste comme ça, mais il faut le savoir, tu dirigeras une équipe de 6 ou 8 cadreurs. De 40. De 40. De 40 cadreurs. Little Chao, merci d'être là. On te connaît également. Toi, ton univers? Alors mon univers, c'est plutôt la danse, mais je me suis décliné dans le milieu du sport, de la musique, du lifestyle, de la mode. Donc aujourd'hui, on va dire que je fais un peu de tout. Et voilà, ça fait à peu près un peu plus de 10 ans que je vis de la photo. Et Hicham, que vous voyez régulièrement également sur nos différents tutos sur la chaîne YouTube Nikon France. Hicham, toi, tu es notre chef produit. Oui, je suis chef produit chez Nikon et j'ai la chance de pouvoir avoir en avant-première les boîtiers, les optiques et tout le reste. Ta chance. La chance, et donc Hicham, ce sera la voix de la sagesse puisque c'est lui qui a l'ensemble des technologies. Avant d'attaquer, juste comme ça, puisque vous avez travaillé tous les trois avec ce nouveau Z6 III, juste votre fonction coup de cœur. Le 3D, la magie. Et oui, parce que toi, tu viens du Z6 II. Moi, je viens du Z6 I que j'ai commencé, ensuite je suis passée au Z6 II, et là, le Z6 III, la magie, quoi. Ça va vite. Toi, je crois que tu travailles plutôt en Z8, Z9. Alors, il y a 2 ans et demi, moi, j'ai découvert le Z9 et j'ai été époustouflée par la puissance. Et puis, mais je pensais qu'il fallait un boîtier volumineux et relativement lourd pour avoir toute cette puissance. Et puis est arrivé le Z8, qui était vraiment le même couple capteur-processeur. Et là, je suis époustouflée de voir qu'on a un boîtier qui est encore plus petit, plus compact, et qui retrouve pas mal des fonctionnalités de ses grands frères. Donc c'est hyper intéressant pour moi, pour mon usage souvent en montagne, d'avoir quelque chose de très petit et d'aussi performant. Alors toi, Chao? Alors moi, on va dire que je suis toujours dans une comparaison, donc j'ai tout de suite comparé le Z6 III au Z8. Donc c'est vrai que j'ai l'impression que c'était le petit frère, donc j'ai pas eu de sensation de déconnexion en termes de fonctionnalité. Donc il y a une grosse évolution par rapport aux Z6 I et 2. Voilà, donc c'est vraiment ce qui m'a choqué, c'est vraiment la mise à jour en fait de toute la technologie de l'environnement Nikon. Voilà, donc l'autofocus super réactif, pas de délai de latence entre ce qu'on voit dans la réalité et dans le viseur. Alors c'est une caméra qui est riche, qui est complète, qui a énormément de fonctions. Je vous propose de les traiter ensemble et puis de les dérouler à travers différents chapitres. J'aimerais bien que l'on développe toute la partie un petit peu ergonomie de l'appareil photo, parce qu'il y a certes son écran orientable, mais pas que. Je voudrais qu'on revienne également, et c'est lié à la visée, c'est sur son viseur qui est réellement exceptionnel et qui nous permet de voir beaucoup de choses. Bien évidemment, on va vous parler du capteur, on va vous parler du processeur, mais surtout on ouvrira, et c'est un petit peu la conséquence de ce capteur et de processeur, c'est tout ce qui sont performance est liée à la vidéo et on fera une petite visite des menus et puis également liée à la photo. Et une fois qu'on sera clair un petit peu sur la capture, je vous propose d'ouvrir et de partager sur tous les modes de communication et notamment sur le nouveau Image Cloud. Côté ergonomie, dès qu'on le prend en main, c'est vrai qu'on découvre cet écran orientable, on découvre qu'il est petit, mais pas que. Hicham, que devons-nous savoir sur cette ergonomie ? Sur cette ergonomie, elle est vraiment améliorée. On parlait d'un boîtier qui est le successeur du Z6 II, il va au-delà. Il y a aussi un héritage des vaisseaux amiraux que sont les Z8 et Z9, y compris dans cette prise en main. On a une prise en main qui est
encore amélioré, plus équilibré, et puis un alliage également magnésium et fibre de carbone qui va permettre également une plus grande solidité. Et pas que ça, puisqu'au niveau ergonomie, ça prend en compte également le viseur, un viseur qui sera tout nouveau également dans cette gamme de produits, mais on développera un petit peu plus tard. Alors toi justement Agnès, tu l'as eu en main, tu sortais des Z6, Z6 II, Z7. Z7, ouais. Comment ça s'est passé cette première prise en main? Le premier truc, moi, qui m'a rendu dingue, bon, déjà, ça reste un Z6, donc c'est comme un petit peu aussi le Z7, il n'y a pas trop de changement par rapport à ça. Mais le premier truc qui m'a bluffé, moi, c'est la 3D. Moi, je connaissais pas le Z8 et le Z9 et j'avais pas envie de le tester de peur de l'acheter, mais comme il était gros, j'avais pas très envie, je voulais vraiment rester sur un tout petit modèle. Et du coup, là, en fait... Alors l'autofocus, on va le développer sur toute la partie qui est liée au processeur, parce que là, il y a beaucoup d'histoires. Mais là, au point de vue première pratique, écran orientable... Ouais, alors l'écran, c'est vraiment top parce qu'avec l'autre écran, sur le Z7 et sur le Z6, en fait, j'avais juste une possibilité d'orienter mon écran, alors que là, je peux carrément l'ouvrir et je peux même faire des selfies avec. Donc, c'est trop génial parce qu'en fait, ce genre de boîtier-là, moi, je cherche tout le temps un boîtier pour faire des photos aussi pour l'emmener en vacances. Je cherche toujours un petit boîtier pour l'emmener en vacances et en fait, celui-là, il va faire carrément l'affaire, en plus de mon taf. Donc, double utilisation, perso et pro. Et ça, c'est trop génial. Et je fais souvent des selfies, même avec mon boîtier. Donc voilà, et je peux l'orienter vraiment comme je veux. Et surtout aussi, avec ce système d'écran, c'est que je peux le tourner et ne pas l'abîmer, parce que moi, j'ai tendance à ranger un peu mes... Ouais, faut que ça rentre. Voilà, faut juste pas l'abîmer. Je rentre un petit peu mon boîtier dans mon sac un peu comme ça, et du coup, comme ça permet aussi de pas l'abîmer. Mais c'est vrai que côté ergonomie, quelqu'un qui vient d'un Z6 II, il n'est pas du tout perdu, puisqu'il retrouve ses touches I, il retrouve ses correcteurs dioptriques, il retrouve aux mêmes endroits les mêmes boutons. Juste peut-être le petit bouton lecture. Ah, le bouton lecture, il est en bas à droite au lieu d'en haut à gauche. Et c'est plus naturel pour moi d'aller là, même si pour le moment, j'ai encore l'habitude d'aller ici. Mais en fait, c'est plus naturel de venir là pour lire plutôt que d'aller en haut. Donc ouais, ça j'ai bien aimé. Et c'est très utile dès le moment où on fait de l'editing directement dans la visée. Exactement. Toi, Chao, tu as travaillé avec ? En fait, je l'ai testé en Afrique du Sud. Ce qui s'est passé, c'est que je revenais d'un reportage de 3 semaines où j'avais un appareil, c'était un reportage, donc j'avais le Z8 en main non-stop H24. Et en fait, je suis allé directement là-bas pour produire des images avec. Et c'est vrai que j'ai pas eu beaucoup de temps d'adaptation. On a eu on était directement dans le cœur de l'action. Donc le fait de pouvoir jouer avec cet appareil-là juste après et de pas sentir de différence, en fait, de sentir que c'était tellement logique. Donc pour moi, il y avait vraiment une continuité dans l'utilisation. J'ai pas senti que je descendais en gamme. En fait, j'ai shooté avec une extension qui était la même que ce que j'avais avec le Z8. Donc, ça, c'était, avec 2-3 avantages que l'on va développer un petit peu plus loin, liés à la sensibilité, liés peut-être à la détectivité en basse lumière, mais on n'y est pas encore. Mais c'est vrai que ce qui est important également, c'est la logique de chromie, puisqu'on s'attache chez Nikon à avoir une logique en fonction des différents boîtiers qui fait que l'on produit en Z9, Z8 ou finalement Z6 II, on peut fusionner en reportage nos différentes images, elles sont faciles à traiter. Ouais. Aurélie, toi, côté ergonomie? Côté ergonomie, c'est un peu ce que tu as présenté au début. C'est est-ce que c'est un appareil photo qui fait de la vidéo ou une caméra qui fait des photos? J'ai envie de dire que les anglo-saxons ont trouvé la solution en appelant tout caméra. Et aujourd'hui, de toute façon, la frontière entre les deux est de plus en plus fine, puisqu'on est amené à faire de l'image fixe et de l'image animée, et c'est tant mieux. Et pour ce qui est de la partie caméra vidéo, en fait, on a envie des fois de retrouver une ergonomie si on vient plus de cet univers-là. Il y a des infos, en fait, des modes d'affichage qui sont un petit peu différents entre photo et vidéo. Et ça, on peut les retrouver facilement en fait en allant dans le menu. On va ici dans notre menu G, qui est le menu vidéo. Et ici, on va pouvoir aller choisir en fait comment on va afficher certaines aides à la prise de vue. Donc il y a ce qu'on appelle le motif zébré, en fait, qu'on appelle aussi le zébra par ailleurs, qui lui nous permet d'afficher les hautes lumières avec une zébrure. Donc comme ça permet de les visualiser facilement pour régler son expo. Dans les types de quadrillage, on va en trouver en fait qui rappellent des formats assez ciné. Donc si on veut après en post-prod faire un 2.35 ou un 85, en fait on a les aides directement ici. Donc on sait déjà à quoi va ressembler notre image au final.
Et puis dans les infos de luminosité, alors si on vient de la photo, on est habitué aux histogrammes, mais en vidéo, on travaille plus avec des formes d'ondes, donc on appelle en anglais waveform, d'où le diminutif WFM dans les menus, qu'on peut afficher en très gros sur notre image ou de manière un peu plus réduite. Et puis après, ça vous le connaissez déjà dans tous les boîtiers qui sont personnalisables, c'est qu'on va choisir ensuite, que ce soit dans le moniteur ou dans le viseur, ce qu'on va afficher pour être le plus à l'aise, avoir juste les infos en fait, dont on a besoin, sans être perturbé peut-être par trop d'infos. Donc c'est un des avantages vraiment de ces boîtiers, c'est qu'on les personnalise et en fonction même du tournage qu'on va faire, on va choisir d'afficher certaines infos ou d'autres. Donc c'est vraiment une super caméra. Ouais. Alors justement, on arrive comme ça à viser avec l'écran arrière, le moniteur. L'énorme avantage sur l'écran arrière, c'est qu'on peut tout à fait le paramétrer, on peut tout à fait l'avoir tactile. D'ailleurs, on peut déterminer des zones tactiles, on peut faire en sorte de ne faire que la mise au point sur notre écran arrière ou directement faire une photo. Et puis il y a cette visée. Et cette visée, soit on est immersif, on regarde, on est dedans. Mais ce que j'aime bien toi également, Agnès, c'est que tu as une autre utilisation de la visée, puisque toi, tu fais tes photos à l'écran et c'est tes clients qui regardent dans le viseur. Ouais. C'est un peu l'inverse en fait. Moi j'aime beaucoup travailler à l'écran parce que je garde la connexion avec mes clients en fait. J'aime avoir toujours cette connexion, même si toujours, souvent je leur dis, j'essaye de le mettre à côté pour qu'ils puissent regarder quand même ici et que le regard ne change pas trop. Mais moi en fait je leur montre jamais l'image directement sur l'écran parce qu'en fait il y a toute la lumière externe, je trouve, qui dérange dans la lecture et puis on n'est pas dans l'image. En fait moi je les fais toujours vérifier leur image à l'intérieur du viseur. En plus, ils adorent regarder à l'intérieur. Et en fait, à chaque fois qu'ils vont à l'intérieur et qu'ils regardent leur image, du coup, on a tous les contrastes de l'image et puis on n'a plus toute cette lumière externe. Et du coup, ça rend l'image encore plus waouh. Et moi, je fais valider comme ça. Et avec celui-ci, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus de couleurs et de luminosité. Et du coup, ça rend un effet waouh encore plus dingue. Donc c'est bon quoi, tout est gagné pour moi. Ils vont se voir encore plus magnifiques. Mais moi c'est vraiment un outil de validation pour mes clients aussi, la visée. Hicham, tu nous racontes alors qu'est-ce qu'elle a de spécial cette visée, cet effet waouh? Alors cet effet waouh, tu as bien raison de le signaler, le viseur il est nouveau. C'est le viseur le plus défini dans cette gamme de produits puisqu'il a 5,8 millions de pixels. Donc plus grosse définition, forcément on a une image de meilleure qualité dans le viseur, mais pas que, c'est aussi le viseur le plus lumineux. On avait déjà eu un record avec les viseurs des Z8 et des Z9 qui montaient jusqu'à 3000 candela par mètre carré. Avec ce Z6 III, on monte jusqu'à 4000 candela par mètre carré. Ce qui va en faire un viseur extrêmement lumineux, bien sûr, mais qui va permettre de voir dans des conditions de luminosité très compliquées, lorsqu'on a beaucoup de lumière justement ambiante, de garder le détail dans les ombres, dans les hautes lumières, et ce qui fait vraiment un viseur ultra confortable et qui se rapproche encore plus d'une vue naturelle, d'une vision naturelle. L'autre point, c'est aussi sur la colorimétrie, puisque tous les viseurs de cette gamme, et même au-delà, affichent des couleurs en sRGB, là où ce nouveau viseur prend en charge la norme DCI P3. Et ça change beaucoup de choses dans la visée. Alors cette norme DCI P3, elle n'est pas simple à comprendre, parce qu'on peut très bien dire qu'on voit davantage de couleurs, oui. Donc là, on vous a fait une petite animation qui a regardé, tout simplement, on a pris un espace couleur qui a un sRGB, histoire de voir un petit peu le volume d'information. Et à l'intérieur de cet sRGB, on a ouvert une image qui a été faite en sRGB, qui est donc une photo de plage classique. Son intérêt, c'est qu'il y a du bleu du ciel, et surtout, il y a un petit drapeau qui est rouge et qui est hyper saturé. Et donc ce drapeau, dans le volume total du sRGB, vous le voyez qui s'affiche, et chaque fois que vous optimisez une image, on tire directement nos curseurs de luminosité puis nos curseurs de couleur dans les trois axes que sont les teintes, luminosité, saturation. Maintenant, si sur cet espace couleur sRGB, on superpose le DCI P3, vous vous rendez compte qu'il est beaucoup plus important et donc indirectement, on va avoir beaucoup plus d'informations et notamment, regardez, c'est beaucoup d'informations qui tournent autour des verts et notamment les couleurs de paysage et puis également autour des teintes chères et des valeurs d'orange, de rouge, etc. Toi, Ciao, ce viseur? Alors, ce viseur, effectivement, en fait, il est très lumineux. En fait, moi, je travaille beaucoup en basse lumière.
Donc tout ce qui est événement de concert ou de danse, en fait, j'ai besoin de voir ce qui se passe, notamment pour la mise au point. Et c'est vrai que le fait d'avoir un viseur amélioré, pour moi, c'est un gros plus. Après, c'est vrai que 90%, 95% de mes photos, je les fais à travers ce viseur. Donc c'est vrai que de voir un espace amélioré, de voir plus de luminosité et de ne pas avoir de latence, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'attends d'un boîtier. Voilà, donc c'est vrai qu'après, d'avoir un écran orientable, c'est sympa parce que ça permet d'avoir des angles créatifs. Mais c'est vrai qu'en tant que photographe, on a besoin quand même, surtout de sport, d'avoir besoin d'avoir une réactivité, de voir exactement ce qui se passe en temps réel. Alors justement, ce côté viseur, puisqu'en vidéo également, on est amené à tourner avec différents formats. Certes, on peut tourner en standard, mais beaucoup d'entre vous tournent en log ou tournent directement en HLG. Et c'est vrai que c'est intéressant également d'avoir un petit peu plus de couleurs visibles. C'est ton avis, Aurélie ? Alors pour la vidéo, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'on tourne au moniteur. Et notamment, il y a pas mal de gens qui pensent que la vidéo doit se faire sur gimbal, qui impose un moniteur, alors que moi, personnellement, je fais plus confiance à la stabilisation et j'aime mieux tourner au viseur. Donc effectivement, pour moi, avoir un viseur très lumineux, c'est intéressant, notamment parce que je suis tout le temps dans des environnements très très lumineux. Des fois, je garde mes lunettes en fait parce que je suis sur glacier et que je veux pas me brûler les yeux. Donc là, la luminosité est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et évidemment, le rendu des couleurs, au plus proche, on se rend compte de l'image qu'on crée dès le moment de la prise de vue. Et ben, le plus de temps on s'économise en post-prod. Et on sait que la post-prod est chronophage. Donc, on a tout à gagner à déjà visualiser son image et la créer vraiment comme au plus proche de ce qu'on veut au final, grâce à ça. Oui. Et justement, on a un petit peu la même démarche également quand on travaille en RAW, puisqu'on sait que le RAW a beaucoup plus d'informations colorées qu'un JPEG classique, et là, ça permet de voir un petit peu plus d'informations. Donc oui, certes, nous avons un nouveau viseur, mais nous avons surtout un nouveau capteur. Et j'ai cru comprendre que ce capteur était 3 ou 4 fois plus rapide que celui du Z6 II. Hicham. Ouais, c'est la grosse nouveauté sur ce Z6 III. La nouveauté, elle est au cœur du boîtier. Et c'est ce nouveau capteur. Donc c'est un capteur CMOS rétroéclairé de 24,5 millions de pixels, plein format. Mais surtout, il a une partie de sa circuiterie qui est empilée. On arrive donc sur un capteur de nouvelle génération, un capteur qui est unique au monde et qui va permettre justement avec cette partie de circuit empilé d'avoir un balayage électronique beaucoup plus rapide, soit 3,5 fois plus rapide que ce qu'offrait le Z6 II. Le résultat de ce balayage électronique beaucoup plus rapide, c'est moins de rolling shutter, mais également le déblocage de spécificités, de performances qu'on trouvait d'habitude plus sur des boîtiers haut de gamme comme le Z8 ou le Z9. Roland en a fait un florilège tout à l'heure, que ce soit sur la 6K, que ce soit sur le 120p, dont on va dérouler aussi un petit peu après les spécificités. Mais également, je reviens sur le viseur, puisqu'on a beaucoup parlé de luminosité, de colorimétrie, mais pas que, c'est aussi la fluidité dans le viseur, dont parlait Chao justement, le fait de ne pas avoir cette latence, eh bien c'est ce miracle aussi qui est accompli par ce capteur beaucoup plus rapide associé à un processeur ultra performant. Cette association va permettre d'avoir une image extrêmement fluide dans le viseur. On n'aura pas cet effet de saccade qui peut être très désagréable quand on shoot par exemple à 20 images secondes. On aura une visée qui sera quelque chose de beaucoup plus naturel et c'est vital quand on shoot en photo animalière ou photo sportive. Et donc le débat là actuellement, c'est de se dire est-ce que je suis plutôt sur un flux de 45 mégapixels comme c'est le cas sur les Z8 ou sur les Z9 ou si je suis sur un flux de 24 millions de pixels. Toi Agnès, dans tes séances, je crois que tu attaches beaucoup d'importance à ce 24 millions de pixels. En fait, moi, je travaille avec des particuliers et puis des entreprises qui vont utiliser aussi les images de façon sur les réseaux, etc. Enfin, moi, je ne vais pas faire de la publicité, etc. Et du coup, le 24 millions, pour moi, ça suffit amplement, même pour mes sauvegardes. Ça prend moins d'espace sur les disques durs. Après, c'est vrai que j'aime bien aussi travailler avec mon Z7 en 45, mais c'est vrai que pour pouvoir plus cropper, mais en vrai, le 24, ça me suffit amplement. Et à ce que j'ai cru comprendre, parce que je viens de l'apprendre aujourd'hui, on en apprend tous les jours, c'est que du coup, le 24, ça me permet aussi d'avoir moins de bruit sur mes images. Et Hicham, il va nous expliquer ça, non ?
Si tu veux. Bien sûr, on est sur, comme le dit, un capteur 24 millions de pixels. Donc, contrairement à un 45 millions de pixels, on a sur la même surface de capteur, parce qu'on est sur un capteur plein format également, des photosites qui sont plus gros. Et le fait d'avoir ces photosites plus gros, eh bien, qui sont des puits de lumière, va amener une montée en sensibilité qui est plus efficace. Donc, on aura une image qui sera moins bruitée, ce qui est vraiment le cas sur ce Z6 III, qui sera particulièrement doué en basse lumière. Et ça, c'est génial, pour le coup. Pour la basse lumière, même pour des photographes de mariage ou quand ils sont dans les églises, etc. Souvent, c'est super intéressant d'avoir une facilité comme ça. Moi, je pense aussi à l'animalier. Avoir quelque chose de petit, compact et sensible, ça va être un outil parfait pour aller voir des animaux. Toi, Chao, qui a travaillé un petit peu dans des conditions extrêmes, tu as senti une différence d'accroche entre les Z8 et les Z6 III? Carrément, c'est-à-dire que moi je travaille en 45 millions de pixels souvent pour tout ce qui est commercial parce qu'on fait des agrandissements, mais après il y a beaucoup de photos qui sont destinées aux réseaux sociaux. Donc du coup, je travaille sur des événements comme de la musique, comme de la danse, dans des événements très sombres, donc avec pas beaucoup de lumière et avec des mouvements qui sont très aléatoires. Donc je suis obligé de monter en vitesse énormément. Donc pour moi, ce qui est très important, c'est l'autofocus. Donc de voir qu'en fait, en 24 millions de pixels, l'autofocus est plus performant. Donc c'est quelque chose qui pour moi est un plus. D'avoir une comparaison entre ce que j'ai pu réaliser en Afrique du Sud, donc je l'ai vraiment poussé dans les conditions extrêmes où je me suis dit, bon, on va aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de lumière. Donc il y avait juste un spot de lumière avec un danseur qui faisait un mouvement très rapide. Donc le fait que j'utilise l'autofocus 3D et que l'autofocus me permet de voir le chemin et si il y a une déconnexion entre l'autofocus ou pas à un moment, et de voir qu'en fait ce point-là ne quitte jamais en fait le sujet en basse lumière, ça m'a démontré qu'en fait il y avait une vraie évolution par rapport à ça. Et c'est vrai que justement, la partie autofocus, c'est un alliage entre le capteur certes et le processeur. Et le processeur, on l'a dit, on retrouve donc le même processeur que les Z8, que les Z9 et que le ZF. On retrouve l'Expeed 7. Tout à fait. Ce processeur, c'est le meilleur qu'on ait jamais conçu. Il a commencé avec le Z9, puis a été décliné sur le Z8, sur le ZF et maintenant sur le Z6 III. Donc ce processeur Expeed 7 qui va permettre de débloquer des spécificités qu'on trouvait sur des appareils plus haut de gamme comme le Z8 ou le Z9, à savoir le 120 images secondes, la 6K NRAW, qui va aussi permettre le pré-capture, donc de pouvoir enregistrer des photos avant même d'appuyer sur le déclencheur et ce compatible avec du 120 images secondes. Le buffer qui sera énorme, en JPEG il est infini, donc ça va vraiment permettre d'aller chercher des photographes qui autrefois n'auraient pas forcément misé sur ce type de boîtier-là, qui sont très exigeants, que ce soit en sportif ou en animalier. Et puis ce processeur Expeed 7, bien sûr, il a un énorme impact sur l'autofocus. L'autofocus est bien évidemment beaucoup plus performant que celui du Z6 II, plus véloce, plus précis, et comme le disait Chao, justement, en basse lumière, il est redoutable. Donc là, on a vraiment le combo gagnant, que ce soit en autofocus, que ce soit en qualité d'image, que ce soit en vidéo. Ce processeur Expeed 7 excelle dans tous les niveaux. Donc justement, ce capteur de 24 millions de pixels assorti à ce processeur Expeed 7 nous permet également de réaliser de la vidéo en 6K. Je crois qu'Aurélie, tu as un avis là-dessus? Oui, alors la vidéo en 6K, il y a pas mal de gens qui vont se dire est-ce que c'est un argument marketing comme l'a été la 8K ou est-ce que c'est un vrai usage, sachant qu'on ne va pas forcément créer du contenu en 6K. Pour l'instant, on crée surtout en 4K ou en HD, qui reste la norme de diffusion, mais c'est intéressant d'avoir un capteur qui est plus grand. Déjà parce qu'on va pouvoir filmer en 6K et recadrer derrière, donc on peut avoir deux valeurs de plan à partir d'une même image. Et aussi, on a une fonction qui s'appelle le zoom haute résolution qui est hyper intéressante, qui permet d'utiliser tous les pixels du capteur. C'est-à-dire qu'on va zoomer dans notre image sans perdre de qualité. Et ça, moi, c'est quelque chose dont je me sers énormément parce que je suis dans des environnements où je n'ai pas forcément envie de changer d'objectif. Par exemple, je suis sur une paroi, donc mon choix d'objectif, il est unique et c'est celui que je vais utiliser toute la journée. Et le fait de pouvoir utiliser un zoom haute résolution, ça me permet d'avoir plus de focales disponibles en fait. C'est-à-dire qu'avec un 24-120, en fait, on se retrouve avec un télé plus long. C'est l'optique unique avec laquelle on va pouvoir faire tout le type d'images. Donc ça, c'est super intéressant. Alors 24-120 également, mais également avec des optiques de grande ouverture. Si tu travailles avec un 50-1.2 ou un 85-1.2, faire un effet de zoom sur de telles ouvertures, c'est juste magique. Oui, exactement. Oui. Tu nous fais une petite visite guidée de ce menu Alors le menu vidéo, donc on le retrouve... on a un menu dédié, menu vidéo,
qui va nous permettre de choisir, bon, déjà le nom, etc. des fichiers, mais après, ce qui est surtout intéressant, c'est le type de fichier vidéo. Et là, on voit qu'on a une grande plage de fichiers disponibles. On a 2 H.265 qui sont les normes de diffusion aujourd'hui les plus utilisées. Et ensuite, on voit qu'on a accès à 2 ProRes, qui sont des formats intra-image, c'est-à-dire que chaque image est codée individuellement. Et ensuite, on a le fameux Nikon RAW en 12 bits, qui est un codec magnifique, qui est pour l'instant montable dans les applications Edius et DaVinci Resolve, et on sait qu'il y a des mises à jour dans les autres logiciels, donc qui sera bientôt montable partout. Et ça, c'est donc notre choix de type de fichier vidéo. Et ensuite, en fonction du type de fichier qu'on va choisir, on va aller en dessous dans la ligne des tailles d'images et cadence. Et là, on va choisir le couple entre la dimension de notre image et le nombre d'images par seconde qu'on va faire, la cadence de prise de vue. Et c'est dans ces formats où on voit donc on peut aller jusqu'à la 6K, on a des résolutions qui sont très grandes, et c'est là aussi où on va aller trouver cette fameuse nouvelle cadence qui est en H.265 10 bits et qui nous permet, quand on est ici en format HD, de monter jusqu'à du 240 images par seconde. Donc ça fait des ralentis hyper fluides, des ralentis très poussés. Je crois que Xiao, justement, il a joué un petit peu avec cette fonction. Ouais, en fait, la première chose que j'ai testée dans la vidéo par rapport à ces évolutions-là, c'est vrai que moi, c'est le ralenti, en fait, vu que je suis vraiment orienté à capturer des mouvements, que ce soit dans la danse ou dans le sport, le ralenti, ça sublime et ça donne un effet un peu, on va dire, très magique à l'image, et d'avoir la possibilité de monter en HD en 240 images par seconde ou en 4K en 120 images par seconde, pour moi, c'est un gros plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est destiné au réseau, on shoot beaucoup en Full HD également. Donc c'est vrai que par exemple ça c'est quelque chose qu'Agnès tu vas pouvoir t'amuser, vu que tu m'avais dit que tu shootais énormément en Full HD, format vertical ou quoi. Mais c'est vrai que là 240 images par seconde, on se rapproche de quelque chose qui est vraiment poussé, et que c'est quelque chose que j'attendais depuis vraiment longtemps. Et puis même en dehors des réseaux sociaux, en fait, la vidéo reste, la HD reste la norme, hein. La télévision est diffusée en HD. Et le dernier documentaire que j'ai monté en 4K, le distributeur m'a dit c'est bien gentil ton 4K, mais fais-moi une version HD. Donc c'est pas du tout une limitation d'avoir. Mais c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir plein de valeurs de plan différents quand on capture à 4K et qu'on le régénère en Full HD après. Exactement. On continue cette visite d'idées. Pour définir ensuite, donc on a donc zone d'image, sensibilité, balance des blancs, picture control que vous connaissez déjà. Des choses qui vont être assez nouvelles, c'est la fonction maquillage notamment. Donc tout le monde nous parle de l'intelligence artificielle qui fait peur. Moi je trouve que ça rend bien service aussi, notamment pour l'autofocus, puisque la machine est capable de reconnaître les humains. Et puisqu'elle est capable de reconnaître les humains, elle est capable aussi de corriger l'image uniquement sur eux. Plutôt que de rajouter un filtre qui va rendre l'image moins piquée, pour que les gens aient l'air plus jeunes, qu'on soit moins ridé, et bien là, en fait, la fonction maquillage, elle va l'appliquer uniquement sur le visage. Donc, on sera plus beau. On l'est déjà beaucoup. N'est-ce pas ? Et la fonction qui est en dessous, réglage de rendu des portraits, c'est là où on va choisir de jouer sur la luminosité et la couleur, mais encore une fois, uniquement sur les visages. Donc, par exemple, pour qu'ils soient un peu plus lumineux ou un peu plus jaunes en fonction de ce qu'on a envie. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis ensuite, on a d'autres fonctions pour réduire le scintillement, la mode de mise au point avec justement ce fameux autofocus continu et la mode de zone dans laquelle on voit qu'il nous permet de reconnaître les sujets. Et ça marche hyper bien pour les humains, les animaux, les véhicules. Et puis ensuite, les modes de réduction de vibration qui sont hyper efficaces. En fait, moi, je tourne toujours à la main. J'utilise quasiment jamais de stabilisateur parce que la réduction mécanique et électronique est hyper efficace. Fais-nous une petite captation d'Agnès, on va voir si c'est stable. On va faire une petite captation d'Agnès. Et vous voyez que là, je suis à la main. Je bouge ou pas? Toi, tu peux bouger? Je peux bouger. Mais en fait, et puis là, en fait, je le fais à l'écran, mais la plupart du temps, quand on est comme ça, au viseur, on ne bouge pas, en fait, puisqu'on a l'appareil qui est contre le corps.
Donc on ne fait pas d'effort physique, alors que quand on est à bout de bras, c'est plus fatigant pour les bras, donc on bougera plus. Et l'essentiel des plans que je fais, je les fais comme ça. Et puis, des dernières fonctions, le son, parce qu'on fait de l'audiovisuel, donc il y a de l'audio avec. Et là, on va aller choisir pour les modes d'entrée sur la prismique. On peut aussi avoir une entrée ligne, donc qui peut nous permettre de récupérer le son d'une table régie en concert ou conférence de presse, etc. Régler la sensibilité de notre micro. Et puis après, éventuellement, atténuer si on a un effet de buzz, si on a du vent. Si on veut alimenter notre micro, enfin, vous voyez qu'il y a énormément de choses vraiment dédiées à la vidéo. On peut choisir son code temporel, on peut la sortir en externe avec un enregistreur. Oui, on est d'accord, je vais te couper, tu nous fais un vrai parce que vidéo, là, c'est c'est fini. L'an dernier, on a enregistré une vidéo vraiment dédiée vidéo sur le Z8, mais qui s'applique énormément ici au Z6 III. Donc si vous voulez aller plus loin dans les choix de codec, etc., je vous invite à la regarder, elle est sur la page YouTube. Toi, Chao, tes premières sessions vidéo alors, tu les as vécues comment avec ce boîtier? En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un portrait d'une personne qui était sur moi, sur le set, pour tester aussi le boîtier. Et donc, en fait, ce que j'ai pu faire, c'est de me dire, je vais essayer de filmer quelque chose à la main, en slow-mo, à 240 images par seconde. Et en fait, elle était statique, il y avait du vent sur la plage. Et c'est vrai que de voir, en fait, comment évoluer ses cheveux, ça a donné quelque chose d'assez féerique. Et j'avais vraiment l'impatience de pouvoir tester ça sur mes projets perso. Donc je pense qu'à partir du moment où la première chose que je vais avoir à faire quand j'aurai ce boîtier-là, c'est de faire un projet vidéo totalement en slow-mo, quoi. Bientôt sur vos écrans. Hicham, on a autre chose à savoir sur la vidéo? On a fait le tour de tout? On n'aura jamais fait le tour de toute la vidéo, je pense, parce qu'il y a énormément de choses. Et là où on insiste, c'est bien sûr que c'est encore une fois dû à cette association entre ce capteur extrêmement rapide et cet XP7 extrêmement performant. Je parlais du rolling shutter qui était forcément réduit grâce à ce balayage électronique beaucoup plus rapide. Et c'est particulièrement visible justement sur la vidéo et c'est justement là où c'est le plus gênant. Donc on aura beaucoup moins de rolling shutter en vidéo et ça c'est un vrai plus pour les vidéos les plus professionnelles, des vidéos qualitatives. Les autres points, c'est qu'on a énuméré déjà tous les codecs, donc du NRAW qui peut aller jusqu'à du 6K en 60p, mais également, si on ne choisit pas le format RAW, on peut aller sur du format non NRAW, donc du H265, du ProRes 422HQ, mais également dans ces formats-là en 5,4K. L'autre gros point, c'est que tous ces formats qu'on vous a annoncés, ils sont disponibles en interne dans le boîtier. Donc vous n'aurez pas besoin forcément d'avoir un enregistreur externe, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent sur des appareils photo de cette gamme, sur des boîtiers de cette gamme. La plupart des autres boîtiers peuvent offrir de la 4K RAW, de la 6K RAW même, à condition de s'enregistrer sur un enregistreur externe, donc avec des batteries supplémentaires, avec un écran en plus, donc d'alourdir un peu toute la machine. Ici, tout est en interne, que ce soit le 6K RAW, que ce soit la 4K 120p, que ce soit le N-Log, et ça va vous permettre, pour des équipes très réduites, voire même une personne, de pouvoir délivrer une qualité d'image qu'on aurait cru impossible avec un seul et unique boîtier non équipé de tous ces accessoires. L'autre gros point, c'est également, et c'est une chose récurrente, parce que c'est une question qu'on nous pose très souvent, c'est au niveau de la surchauffe. Effectivement, ils peuvent filmer à des cadences incroyables, avec des codecs extrêmement lourds, qui peuvent être très difficiles à gérer pour un boîtier. Là, justement, avec cet XP7, pour lui, c'est plutôt facile. C'est pour cette raison qu'on parle d'héritage avec le Z8 et le Z9. Et à titre d'information, il pourra filmer en 4K 60p plus de 125 minutes sans surchauffe. Donc c'est un véritable atout quand on filme des longues interviews ou dans des cas bien particuliers, de ne pas craindre cette surchauffe qui arrive malheureusement dans plusieurs autres types de boîtiers quand on filme avec des codecs aussi évolués. Après, pour rebondir là-dessus, je sais qu'il y a eu des cas de surchauffe, mais c'est la carte qui chauffait, c'était pas le boîtier. Donc si on a une carte suffisamment rapide pour enregistrer des débits pareils, a priori, effectivement, on n'a pas de souci. Ouais. Non, pas de souci. La CF Express paraît un très bon compromis là-dessus. On a parlé énormément de vidéos. Je sais que beaucoup d'entre vous sont surtout photographes, que ce soit animalier, que ce soit en photographie sociale, que ce soit un petit peu en loisir créatif, en photographie de sport. Bref, on plaisir à faire de la photo. On parle un petit peu de spécifications photo également, parce qu'Hicham, il y a pas mal de choses aussi à raconter en photo.
En photo, il y a également beaucoup de choses à raconter. Une grande amélioration, c'est bien sûr au niveau de l'autofocus, donc un boîtier qui hérite là aussi des caractéristiques du Z8 et du Z9, avec un AF plus rapide, plus précis, et le niveau de détectivité des sujets qui va être grandement amélioré, notamment en basse lumière. Son niveau de détectivité, il va descendre jusqu'à moins 10 EV. Donc c'est la plus grande valeur qu'on ait aujourd'hui dans les boîtiers Nikon. Ça aide bien d'avoir ces 24 millions de pixels justement pour un boîtier qui voit quasiment dans le noir. Donc ça va être extrêmement utile pour les photos dans des conditions lumineuses compliquées, que ce soit en intérieur pour le sport, que ce soit en animalier lorsqu'on est dans des affûts ou dans des forêts qui sont très peu éclairées. On va pouvoir dans ce cas-là aller chercher des sujets avec une facilité redoutable sur ce Z6 III. Hicham, je crois qu'on oublie également de parler en photographie, on oublie également de parler des stabilisations. Oui, la stabilisation, elle est également très efficace sur ce boîtier, puisqu'on a une stabilisation jusqu'à 8 stops, mais elle va aussi intégrer tout ce qu'on savait faire en stabilisation, que ce soit sur le nouveau mode Focus Point VR qui est arrivé avec le ZF, donc ce fameux Focus Point VR qui permet de concentrer l'efficacité de la stabilisation autour de la zone de mise au point, y compris lorsque le sujet est à un angle extrême du capteur, et également le VR Lock. Alors le VR Lock, c'était arrivé avec le Z8 et le Z9, et lorsqu'on éteint son appareil photo, c'est ce qui permet de bloquer le capteur lorsqu'on est dans des endroits qui bougent énormément. On est dans une Jeep pendant un safari photo et que ça tremble de partout, on est sûr que le capteur, lui, sera à l'abri dans ce VR Lock, bloqué, et qu'il n'ira pas taper contre une paroi de l'appareil photo et risquer des dommages. Et côté cadence ? Alors pour les cadences, pareil, on est sur les mêmes cadences que le Z8 et Z9, à savoir la possibilité de shooter jusqu'à 20 images secondes en RAW, mais aussi les modes C30, C60 et 120 qui vont permettre de shooter à 30 images par seconde, 60 images par seconde ou même jusqu'à 120 images par seconde avec un crop DX, donc des images de 10 mégapixels. En revanche, pour le C30 et C60, donc les 30 images par seconde et 60 images par seconde en JPEG, là, on est en pleine définition avec 24 millions de pixels. Agnès, tu souffres toi avec tous ces chiffres. Ah bah moi ça me parle. Alors c'est joli à entendre. Hein. Tu souffres là. Moi je souffre. Moi je suis vraiment dans le concret de ce qui m'apporte dans la vie de tous les jours en fait. Concrètement, j'ai pu le tester en extérieur et en studio. Ce qui est revenu de façon assez grandiose, c'est qu'il est super méga rapide. Non seulement on a le côté la 3D, et puis moi qui travaille beaucoup au collimateur, en fait j'avais l'impression d'avoir un jeu vidéo dans les mains. En fait j'ai voulu commencer à bouger mon collimateur et en fait il est d'une rapidité juste incroyable. En fait j'ai pas eu le temps de le voir partir, qu'il était déjà parti. Bref, en tout cas en fait j'ai l'impression que c'est une extension de ma main. En fait il pense. En fait j'ai l'impression qu'il travaille avant même qu'il pense. En fait, il y a un truc qui est relié. En fait, c'est neuronal. Il y a un truc qui arrête de lier. Il y a un lien. En fait, j'ai quasiment pas besoin de faire grand-chose en fait de manière manuelle. En fait, c'est vraiment très léger et j'arrive à faire tout ce que j'ai envie. Et moi qui fais beaucoup alors moi je fais pas de la danse ou du sport, etc. Mais je fais quand même beaucoup de famille et les enfants, ça bouge pas mal. Et du coup, ça va être vraiment génial en termes de rapidité. Et le fait de ne pas louper les focus, etc., c'est vraiment top. Alors ça, c'est aussi grâce au deep learning. Donc c'est un boîtier qui est nourri au deep learning et qui est particulièrement efficace sur les sujets humains. Et là où tu vois justement, quand tu parles justement d'extension avec ta main, c'est que le boîtier est extrêmement vif pour aller récupérer tout de suite un sujet, le reconnaître tout de suite. Ce qui est génial avec le suivi 3D, donc on avait commencé avec le Z8 et le Z9, même s'il existait déjà sur les réflexes, il est ensuite descendu sur l'hybride avec les Z8, les Z9, le ZF et maintenant sur ce Z6 III, mais avec vraiment un cran au-dessus par rapport au ZF sur ce Z6 III, c'est que en plus de la reconnaissance des sujets, donc humains, chiens, chats, véhicules, donc dans les véhicules, ça englobe les motos, les vélos, les avions, les trains, et qui va réussir aussi à décomposer. Ça veut dire que sur un corps, par exemple, il va réussir à reconnaître la tête, les yeux, le torse, y compris lorsque le corps est à l'envers, particulièrement pratique dans les images de sport, la gymnastique, etc. Mais le plus fort avec le suivi 3D, que tu aimes tant d'ailleurs, c'est que ce suivi 3D, lorsqu'on l'associe à la détectivité du sujet, il suffit de placer son collimateur sur un genou, parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller jusqu'à l'œil, pour que le collimateur en 3D
et avec détection des humains, va tout de suite reconnaître un corps et aller placer le collimateur lui-même automatiquement sur l'œil. Donc c'est un gain de temps incroyable, une précision monstre qui va permettre d'avoir toujours une bonne mise au point, particulièrement lorsqu'on shoot dans ce type de configuration, des enfants qui bougent beaucoup. Le 3D, il est vraiment fait pour ça, pour les mouvements imprévisibles. Et je peux juste rajouter quelque chose ? Ouais, sur la partie studio aussi. Je reprends là-dessus, c'est que quand tu le mets en mode off, le fait de ne pas aller chercher les yeux, parce que moi, des fois, je n'ai pas forcément envie d'aller chercher les yeux, mais de mettre l'accent sur les mains, sur d'autres choses. Ça aussi, c'est ultra canon. Et en fait, souvent, quand je l'utilisais, je n'avais pas besoin même d'aller chercher le collimateur. Je venais le chercher carrément avec le boîtier. Et comme je mettais le 3D, du coup, il restait dessus. Et en fait, j'avais même pas besoin d'aller bouger le collimateur. C'est-à-dire que j'ai juste à faire ça. Et en fait, je vais récupérer mon collimateur avec mon corps. Enfin, tu vois, avec ma main, je vais récupérer le collimateur et il arrive là où je veux. Et ça, c'est génial. Et au studio, pareil. Et un studio, pour le coup, je l'ai testé au studio. Tu as eu la chance de faire une séance studio avec. Vous n'avez pas travaillé en studio avec, hein? Moi, je travaille très peu en intérieur. Toi, très peu à l'intérieur. De la même manière, c'est-à-dire que, pareil au studio, moi j'ai des familles ou même des portraits corpaux, c'est pas toujours très statique et je les fais bouger parce que j'aime bien le mouvement et que ce soit un peu dynamique, etc. Et c'est vraiment ultra rapide. En fait, il n'y a pas de différence pour moi notoire entre les deux. C'est aussi facile et intuitif. J'ai envie de parler d'intuition. Mais c'est hyper intuitif. Alors justement, il y a le studio. Le studio peut être connecté, mais on a d'autres façons de partager les images. Avant de regarder un petit peu le menu de partage, vous au quotidien, vous partagez comment vos images ? Alors moi, je travaille pas mal en Wi-Fi. Je travaille pas mal en Wi-Fi au studio pour certaines images. Mais sinon, le partage d'images, moi, j'enlève ma carte, quoi. Mais j'ai bien compris qu'il y avait d'autres choses magnifiques. On va aller les voir. Aurélie, toi ? Moi, c'est pareil, comme les vidéos sont montées, l'essentiel du temps, on transite par un ordinateur et puis après, on s'envoie de différentes manières. Ouais. Ciao. Alors moi, c'est vrai que je suis vachement lié à des événements et du coup, souvent, c'est de l'instantané. Donc en fait, j'ai vachement la contrainte d'avoir, on va dire, un partage des photos quasi instantanées. Donc limite, je peux retoucher directement soit dans le boîtier, soit je les passe par mon téléphone via Snapbridge. Je les retouche rapidement, je les envoie, etc. Il y a plusieurs formats. C'est soit je connecte mon boîtier directement à mon téléphone en Bluetooth. Je peux le connecter en Wi-Fi à travers mon ordinateur. Donc par exemple en studio, ça m'arrive. En fait, j'aime pas me balader avec un câble. Donc j'aime pas brancher mon ordi avec un câble parce que j'ai envie d'être libre. Donc je paramètre via le wireless utilities. En fait, je connecte avec mon ordi, ce qui permet de transférer en temps réel mes photos directement sur l'ordi. Voilà, il y a plein de processus, mais voilà donc. Je sais que j'ai entendu dire qu'il y a quelque chose de magique qui allait arriver, qui allait changer ma vie. Alors justement, avant de regarder, ce que je propose, c'est regarder un petit peu la richesse et faire un petit point, parce qu'en effet, dès le moment où on est en studio, on peut être câblé au Wi-Fi, donc ça on demande à l'appareil photo, mais on peut également être... Mais on est moins libre, hein. Quand on est câblé, quand même, c'est... Ouais, il y a cette notion d'être câblé et que cette déconnexion te fait recommencer tout et ça fait perdre du temps en fait. Dans tous les cas, si on fait une petite visite rapide de l'appareil, que je vais voir le menu réseau, je commence par la fin, je me rends compte qu'en effet, j'ai une prise USB-C, que cette prise USB-C se paramètre et je peux très bien la paramétrer en mode PTP classique, donc c'est ce que l'on va utiliser en studio si on est à un USB classique avec notamment un NX-Teaser qui nous permet d'avoir un retour du mode live view et puis un pilotage complet des fonctions de l'appareil photo depuis son ordinateur. Il y a le mode iPhone également qui est très pratique, notamment quand on a des iPhones, certes, mais surtout connecté avec l'application qui s'appelle NX Mobilaire, qui est une application de presse qui permet d'aller chercher des images pour les enrichir, notamment en IPTC, avant de les partager sur FDP. J'aime bien également le menu USB LAN, parce que ce que vous faites en studio en USB, on peut très bien le faire en câble réseau, à condition de se mettre sur USB LAN. Si je continue, j'ai des options Atomos d'Airglue, ça c'est pour de la synchronisation vidéo. Ce que j'aime bien également, c'est le menu se connecter à d'autres appareils photo et qui est très complet, qui nous permet de jouer, qui peut faire en sorte que votre boîtier principal déclenche des boîtiers secondaires. Il peut les déclencher notamment avec un partage de connexion depuis un téléphone, tout simplement. Ou alors, comme on filme aujourd'hui, avec directement l'application NXField et depuis une tablette
aller chercher, aller régler à distance nos différents appareils photo. Donc là également, on a fait pas mal de tutos. La mise à jour d'NXFilm, par contre, c'est une mise à jour c'est un firmware spécial qui est payant. On retrouve également des capacités de travailler sur serveur FTP. Donc je peux très bien choisir là où les images que j'envoie ou envoyer des images en flux continu sur un FTP distant. Se connecter à l'ordinateur, t'en as parlé. Des options de télécommande. Tout ce qui est connecté au périphérique mobile, ça, vous le connaissez tous, c'est ses capacités de se connecter avec l'application SnapBridge et puis de piloter à distance un appareil photo ou de récupérer les images. Et puis, il y a un nouveau Nikon Imagine Cloud. Et ça, nouveauté. Donc là, quand c'est nouveau et qu'on ne sait pas, on fait quoi? Hicham. Allô, Hicham? Le nouveau Nikon Imagine Cloud est offert avec le Z6 III. Il est pour l'instant exclusif au Z6 III et il va permettre 3 grands volets. Le premier étant bien sûr ce dont on parlait tout à l'heure, le partage des photos par le réseau Wi-Fi. Donc là, contrairement à SnapBridge, donc qui a besoin d'un smartphone qui va aller uploader les photos par Bluetooth Low Energy en 2 mégapixels. Ici, on aura une latitude bien plus large avec ce Nikon Imagine Cloud. Donc on pourra transférer ces photos via le Wi-Fi directement à un cloud, donc soit celui de Nikon, ce fameux Imagine Cloud qui est de 20 Go gratuitement pour tous les utilisateurs qui ont acheté un Z6 III, mais qui pourra aussi être illimité à condition par contre de pouvoir récupérer ces photos au maximum après 30 jours. L'intérêt, c'est donc lorsqu'on shoot en RAW, quel que soit le mode dans lequel on a shooté, on récupère exactement ces paramètres de prise de vue. Donc ce Nikon Imagine Cloud sera compatible avec d'autres services tiers de cloud comme Dropbox, le cloud de Lightroom ou encore Google Drive. Et on est d'accord, donc on envoie les images en Wi-Fi vers le cloud Nikon, qui lui-même prend le relais et redistribue vers les différents clouds. Il va servir de hub pour pouvoir dispatcher dans le cloud de notre choix. Et l'intérêt, bien sûr, c'est de pouvoir, par exemple, lorsqu'on est en shooting, qu'on a accès à un réseau Wi-Fi ou en partage de connexion avec son téléphone, si on n'a pas accès, de pouvoir, pendant qu'on shoot, ces photos-là vont aller se transférer directement dans un cloud. Et si jamais un membre de votre équipe qui est chargé de l'editing pourra directement éditer, modifier les photos alors que vous êtes en plein shooting. Donc un gain de temps considérable à ce moment-là. Ça, Thiago, c'est bien ça? Moi, c'est une révolution. C'est-à-dire que, du coup, en temps réel, c'est-à-dire qu'on a besoin d'annoncer, on va dire, de la news. Aujourd'hui, tout va super rapidement sur le réseau. Donc, du coup, mes équipes qui récupèrent les fichiers juste après l'événement, donc 30 secondes ou 1 minute après, voilà, ça serait réduit à temps réel, quasiment. Et du coup, même moi, en termes de manipulation, ça me permet d'être vraiment focus sur mon activité, mon action, et de pas penser à me dire « Ah, j'ai plus de batterie ». Voilà, donc je suis pas en réflexion pour devoir envoyer le fichier. Les fichiers sont envoyés directement. Ça permet également d'avoir une sauvegarde, c'est-à-dire que ça vous évite d'avoir, on va dire, un backup. On peut juste avoir un backup si on a un shooting très important et qu'on veut sécuriser et de ne pas avoir la perte des fichiers ou quoi que ce soit. Au moins, on sait que le cloud a récupéré les photos. Backup. Moi, je suis en mode backup. En fait, c'est une backup supplémentaire. Au-delà de travailler en miroir sur mes 2 cartes, en fait, c'est une backup supplémentaire. Il m'arrive quoi que ce soit avec mon boîtier ou avec mes cartes, j'ai du backup supplémentaire et ça, c'est hyper important. À ce que j'ai compris aussi, c'est que ça continue d'envoyer les fichiers même si j'éteins mon boîtier et ça, c'est génial. Donc, Hicham, si je devais formuler différemment, finalement, ce cloud qui était offert par Nikon, c'est un petit peu un FTP à la portée de tous, sans aucune connaissance FTP. C'est ça, il est très facilement paramétrable, on n'a même pas besoin de smartphone. On a un menu dédié dans le menu connectivité où il y a ce Nikon Imagine Cloud. Il y a un QR code qui apparaît, il suffit de s'y connecter, de s'inscrire. Et puis ensuite, comme je disais, plus du tout besoin de smartphone, c'est l'appareil qui s'en charge. Depuis l'interface de ce cloud, on pourra paramétrer comme on veut, c'est-à-dire qu'on peut décider d'agir en full automatique, mais on garde la main, on pourra garder aussi un contrôle full manuel. On peut par exemple dire à ce boîtier-là, pendant que je shoot, je ne veux pas que tu transfères les images, par contre, une fois que je suis rentré chez moi avec mon Wi-Fi, là, à ce moment-là, tu peux transférer les images ou paramétrer l'heure à laquelle on souhaite envoyer ces photos. Alors, Imagine Cloud, il a d'autres possibilités. Je crois que tu voulais poser une dernière question, Hicham. Une dernière question, au cas où, on va dire qu'on est dans l'urgence, c'est que si jamais j'ai tout sauvegardé sur le cloud et que je formate ma carte parce que je suis en galère de carte, du coup, tout est là-bas et je peux recommencer avec ma carte.
Tout Voilà, est là-bas. c'est ça. Il faut bientôt. Bon, faut pas le faire, mais on ne sait jamais. En Il faut urgence bien sûr se extrême, garantir parce qu'on n'est voilà, pas non c'est plus ça. à l'abri de coupures de Wi-Fi, etc. Donc bien être sûr que ces images sont bien dans le cloud. Mais le gros avantage, comme je le disais, c'est que ces images, elles sont récupérées au même format de la prise de vue. Donc si vous avez shooté en RAW, les images qui sont dans le Nikon Imaging Cloud seront en RAW. Donc alors, pas de souci. l'image cloud ne permet pas que de faire du cloud, mais je crois qu'il y a 2 autres fonctions. Exactement. Donc, en plus de ce service de transfert de stockage de photos, on aura également la possibilité de mettre à jour son boîtier avec le cloud directement. Ça peut sembler laborieux pour la plupart du temps. Quand une mise à jour sort, il faut être au courant. Donc, vous avez des newsletters, vous avez du push, même la caméra. Avec SnapBridge, le boîtier peut vous notifier qu'une nouvelle version est disponible. Mais ça signifie qu'il faut aussi la télécharger sur le site, la mettre sur la carte, ensuite remettre sa carte sur le boîtier, refaire la mise à jour. Donc, SnapBridge peut également l'offrir lorsque on est à une bonne disposition pour pouvoir le faire. Mais avec ce Nikon Imaging Cloud, on pourra laisser le boîtier piloter cette mise à jour. Est-ce que tu veux dire que tous les copains qui gèrent des parcs et qui ont énormément d'appareils photo parce qu'ils font de la location, parce qu'ils ont différents opérateurs, finalement, les mises à jour se font toutes seules la nuit sans qu'ils interviennent? C'est ça l'objectif. C'est ça. L'objectif, c'est bien sûr que ce soit transparent. Donc, on peut programmer son boîtier pour lui dire qu'on veut que la mise à jour se fasse à partir de 23h et sans forcément nous demander notre avis ou bien sûr encore une fois, en gardant le contrôle, en nous demandant de valider. Juste magique. Et donc, je crois qu'à travers ce cloud, il y a également une troisième possibilité qui est le fait de récupérer des préceptes, de récupérer des intentions de rendu. Alors, ce Nikon Imaging Cloud, il vient aussi avec une bibliothèque de picture control, de recettes d'images. Il y en aura une centaine au départ et on va pouvoir transférer ces recettes, ces styles d'images directement dans le menu picture control de notre boîtier. Ça nous permettre de rafraîchir régulièrement les styles différents que l'on souhaite. On pourra en télécharger jusqu'à 9 dans son boîtier, en plus des picture control classiques. Mais on pourra aussi bénéficier de recettes d'images qui sont celles de photographes de renom qui travaillent avec la marque Nikon et qui viendront enrichir cette bibliothèque régulièrement. Alors, si on devait conclure sur cet appareil photo, mais conclure sans dire qu'il est hyper complet, sans dire j'adore, sans dire je le veux, et c'est mon coup de foudre, vous apportez quoi dans la conclusion, Agnès? J'achète. Aurélie? Ouais, vas-y, continue. Non, c'est juste que, en fait, je trouve que c'est un truc tout bête, mais je trouve que c'est comme une extension de ma main. Je le trouve hyper facile, léger, manipulable, génial. Mais il fallait pas dire génial. C'est ça. Aurélie? Moi, je suis vraiment hyper séduite par sa taille. Alors là, j'ai mis un micro, mais on voit que sans, avec un pancake, il est tellement compact et léger que pour toutes les situations et pour moi, c'est la plupart du temps où le poids et la dimension comptent, et ben ça va être un outil hyper agréable à avoir dans le sac à dos. Ciao. Alors c'est vrai que du coup il y a beaucoup de points d'amélioration et de choses nouvelles qui arrivent, donc c'est vrai que ça donne envie de l'avoir vraiment à sa sortie. Après moi c'est plus aussi en termes de recommandations, c'est vrai que souvent en fait j'ai beaucoup de gens dans la communauté qui me demandent qu'est-ce que tu conseillerais comme appareil photo pour faire exactement ce que tu fais dans de la danse, du sport, etc. Et c'est vrai que souvent le budget est un peu compliqué par rapport aux Z8, Z9, et c'est vrai que là d'avoir on va dire un boîtier plus abordable mais qui permet d'avoir les mêmes fonctionnalités et de pousser on va dire dans la performance, je trouve que voilà ça va me permettre de recommander cet appareil davantage et de pas avoir des grincements de dents ou des visages en mode c'est un peu cher pour moi. Donc là c'est vrai que c'est pour en fait les jeunes, les amateurs, en fait surtout la nouvelle jeunesse qui pour moi je pousse à créer. C'est vrai que c'est un produit qui va leur permettre de pas avoir de limite de création. Hicham, côté accessoirisation, on voit là devant toi un boîtier avec une poignée. Alors là, c'est la MCN10 qui était déjà sortie avec le Z8 et qui va permettre d'avoir une poignée déportée avec des molettes très silencieuses, donc c'est particulièrement pratique en vidéo. Et puis également, là vous le voyez, c'est aussi le Z6 III, mais armé d'une poignée MBN14 qui sera également compatible avec ce boîtier-là, puisqu'il pourra affronter les mêmes températures extrêmes que ce Z6 III, à savoir des plages de température qui vont de -10 jusqu'à 40 degrés. Donc on avait dit, ce boîtier a le même niveau de robustesse qu'un Z8 ou qu'un D850, et c'était normal que cette poignée ait également la même. Elle va doubler l'autonomie du Z6 III, une autonomie qui est déjà conséquente, elle est quasi équivalente à celle d'un Z6 II, mais en ajoutant bien sûr un processeur beaucoup plus performant, un viseur de 5,8 mégapixels et puis un capteur ultra rapide. Donc de quoi faire, et avec ça on sera vraiment armé pour aller affronter les milieux les plus extrêmes
particulièrement pratique en photo animalière ou en photo sportive. Je pense que vous avez tous un magasin photo qui est pas très loin de chez vous. N'hésitez pas à pousser la porte, allez le voir, allez le tester, mettez l'œil dans le viseur, déclenchez, écoutez son bruit. Bref, vivez ce que l'on a pu vivre nous quelques semaines avant vous et je vous assure, c'est vraiment génial. Merci à vous tous. À de prochaines aventures. Merci. Au revoir.